La souffrance en elle-même, la souffrance des problèmes de santé, elle nourrit l'anxiété de façon certaine. Quand on est couvert de plaques d'eczéma, quand on souffre au quotidien de douleurs chroniques, quand chaque mois on se reconnaît plus avant d'avoir son cycle menstruel, ou quand on a un transit hors de contrôle qui nous fait avoir peur de sortir de la maison, tout ça, bien sûr, ça alimente l'anxiété. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Un petit avertissement avant de commencer cet épisode, les informations partagées dans cet épisode n'ont pas de fin médicale et ne remplacent en rien l'avis d'un professionnel de santé. Ceci étant dit, plus de 90% des personnes que j'accompagne en coaching ou avec qui j'échange sur les réseaux ont des problèmes de santé en plus de l'anxiété. Souvent ça tombe dans une de ces trois catégories qui sont les troubles digestifs, les problèmes de peau ou les déséquilibres hormonaux. Donc dans cet épisode, on va répondre à la question que vous vous posez sûrement, qui est pourquoi ça a l'air d'être un package ? Est-ce que c'est parce que je souffre d'anxiété que j'ai des problèmes, ou est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes de santé que je souffre d'anxiété ? C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, et on va démêler tout ça. Déjà, je vais parler tout au long de cet épisode en termes de système, plutôt que de parler d'une affection particulière. Pour les troubles digestifs, par exemple, on parlera du système digestif. Pour les problèmes de peau, on va parler du système immunitaire. Pour les déséquilibres hormonaux, du système hormonal. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucune différence entre avoir du psoriasis ou avoir de l'eczéma. Ou entre avoir un RGO, donc un reflux gastrique-œsophagien, ou un intestin irritable. Et là, vous sautez au plafond. Camille, t'es bien gentille, mais c'est un peu simpliste, tout ça. Déjà, une première chose, si tu t'insurges, là, quand je dis ça, qu'il n'y a aucune différence entre le psoriasis et l'eczéma, ou le RGO et l'intestin irritable, je t'invite à checker avec toi-même à quel point tu t'es identifié avec ta maladie. Mets le podcast en pause et prends ce moment. C'est hyper important. C'est hyper important de se rendre compte que tu t'es identifié à tes souffrances et qu'elles sont devenues en fait une partie de ton identité. Ça, c'est le premier pas vers la guérison. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence ? Parce que les noms des maladies ont été inventés pour donner le même traitement à tout le monde. T'as des remontées acides, let's go, un petit inhibiteur de la pompe à protons. T'as de l'eczéma, j'ai la crème à la cortisone qu'il te faut. Voilà à quoi les noms servent. C'est pour matcher un nom de maladie avec un nom de médicament. Maintenant, si on parle plutôt en système, là on ouvre la porte aux questions et à la personnalisation plutôt qu'à l'ordonnance faite en 5 minutes. Vous avez des troubles digestifs ? Ok, qu'est-ce que vous ressentez ? Quand est-ce que ça a commencé ? Quelles sont vos relations familiales ? Oui, c'est lié. Comment vous allez en ce moment ? Quel médecin nous demande juste comment vous allez en ce moment ? Généralement, quand tout va bien, comment est votre appétit ? Quels sont les aliments vers lesquels vous allez naturellement ? Quels sont les aliments qui ne vous font pas vous sentir lourd après les repas, etc., etc. La question, c'est pas comment est-ce que je me débarrasse le plus vite possible de mes remontées acides, mais plutôt comment est-ce que je ramène l'équilibre dans tout le système digestif. Pour avoir les bonnes réponses, c'est hyper important de poser les bonnes questions. Je répète ça, pour avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire avec tous les grands systèmes. Si tous les grands systèmes fonctionnent de façon harmonieuse, système nerveux inclus, tu devrais avoir ni maladie, ni anxiété. Qu'on soit bien clair. Moi, il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce que Dieu a créé l'humain pour avoir tous ses problèmes et souffrir, Dieu ou l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait ou qu'on mange qui va pas ? Personnellement, moi, je penche plutôt pour la deuxième option. Le corps humain, c'est un miracle. Le corps humain est un miracle et on ne le répète pas assez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait qui va pas ? Puisque je vous ai parlé des remontées acides, je vais prendre l'exemple du RGO pour illustrer l'importance de juste déjà de comprendre la cause, en fait. Parfois, la cause, elle est assez évidente. Dans l'exemple du RGO, des remontées gastriques, il y a peut-être des aliments qui nous conviennent pas.
je sais pas, les aliments frits, les aliments épicés, les agrumes, certains aliments à base de tomates, l'alcool, peut-être que je bois trop de café, voilà, il y a des choses que je mange et qui me conviennent pas, on les élimine, ça va mieux, c'est simple. Parfois, c'est pas si évident, donc il faut creuser. Le RGO, c'est quoi? C'est un reflux d'acide de l'estomac vers l'œsophage. Or, la paroi de l'estomac, elle est spécialement conçue pour résister à l'acidité de l'acide chlorhydrique, donc de l'acide gastrique, d'accord? L'œsophage ne l'est pas. Donc c'est pour ça que les remontées, l'acide quand il remonte, provoque des douleurs. Ou si c'est présent en très petite quantité, ça peut créer une inflammation, plus de mucus, et puis on tousse et on se racle la gorge en permanence. Donc, la cause la plus courante du reflux acide, en fait, c'est une faible sécrétion d'acide gastrique. Et pourquoi, alors, j'aurais une faible sécrétion d'acide gastrique? Vous voyez, je remonte à chaque fois. Hein. Ok, je vais à la cause de la cause de la cause. Quelles seraient les causes d'un faible taux d'acidité gastrique? Ça peut être une carence en magnésium. Ça peut être un taux élevé de cortisol dû au stress. Ça peut être une mauvaise hygiène alimentaire. Ça peut être une infection à la bactérie H. pylori. Ça peut être une hypothyroïdie, on l'a vu aussi ça. Ça peut être un mauvais fonctionnement du nerf vague même. Donc tout ça, ça pourrait être une de ces causes ou plusieurs causes combinées. Le maintien d'un équilibre acide sain dans l'estomac, c'est essentiel pour que notre organisme puisse en fait décomposer les protéines, créer des acides aminés et surtout absorber les vitamines et les minéraux contenus dans les aliments. Donc, la clé pour résoudre les remontées acides, c'est pas de prendre un médicament antiacide, qui certes va apporter du soulagement immédiat, je ne dis pas, mais c'est d'aller trouver la cause. Et une petite note avant, les médicaments antiacides comme ça, avant, on donnait jamais ce type de médicaments plus de 2 semaines d'affilée. Maintenant, il y a des personnes qui en prennent toute leur vie. Et ces médicaments, ils peuvent potentiellement poser des problèmes. Entre autres, et c'est ce qui nous intéresse, ils peuvent aussi empêcher l'absorption des minéraux. Vous avez besoin vraiment de la bonne quantité d'acide dans votre estomac pour digérer vos aliments et absorber les nutriments qu'ils contiennent. S'il y a une réduction de l'acide, parce qu'on prend un antiacide, ça peut entraîner des carences en vitamines, en minéraux. Par exemple, la carence en B12, c'est très courant. Les personnes qui prennent par exemple des inhibiteurs d'acidité comme ça depuis de nombreuses années, il y a un risque de souffrir d'une carence en B12 ou en zinc notamment, qui peut entraîner des affections comme, bim bim bim, l'anxiété ou la dépression. Ok, donc si vous êtes encore avec moi après cet exemple, vous comprenez pourquoi trouver la cause est super, super important. Dans le cas de la relation entre l'anxiété et les maladies, on va voir que c'est vraiment l'œuf ou la poule avec le système nerveux aussi, qui est souvent impliqué à la fois dans la cause et la conséquence. Parce que breaking news, tout est lié. Pour commencer à parler du système nerveux, partons du nerf vague, pour avoir un point de départ. Alors, le nerf vague, il commence à être à la mode. Je rappelle qu'il ne constitue pas le système nerveux à lui seul, pas du tout. On aime bien souvent simplifier les choses, c'est le nerf vague. Le réseau du système nerveux, il est bien plus vaste que ça. Mais si on prend le nerf vague comme point de départ, donc le nerf vague, il part du tronc cérébral, là derrière la tête, il passe par le palais, par le larynx avec les cordes vocales, par les poumons, le cœur, et puis il innerve le système gastro-intestinal, donc l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. C'est l'un des plus gros nerfs qui relie notre intestin à notre cerveau. Il envoie des signaux dans les deux sens. Ça, c'est très important de retenir ça. C'est pas que du cerveau vers l'intestin, ni seulement de l'intestin vers le cerveau. C'est dans les deux sens, avec beaucoup plus d'informations de l'intestin vers le cerveau, par contre. Par exemple, dans des études sur les animaux, on a vu que le stress inhibe les signaux envoyés par le nerf vague et provoque, du coup, des problèmes gastro-intestinaux. Il y a une autre étude qui a été menée chez l'homme cette fois, et cette étude, elle a révélé que les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable ou de la maladie de Crohn présentaient un tonus vagal réduit. Un tonus vagal réduit, c'est quoi? C'est une activité réduite du nerf vague, donc un nerf vague qui ne fonctionne pas correctement. Et puis il y a une étude aussi qui est intéressante qui a été menée sur des souris. Dans cette étude, on a vu que le fait de donner une gélule de probiotiques à ces souris réduisait la quantité d'hormones de stress dans leur sang. Mais si on faisait la même expérience quand leur nerf vague était coupé, oui, on fait des trucs horribles aux souris, lorsque leur nerf vague était coupé, le probiotique avait aucun effet. Donc ça nous montre bien que c'est vraiment le nerf vague qui est cette autoroute comme ça entre l'intestin et le cerveau. Et le nerf vague, ça c'est un seul nerf. Un seul nerf. Le système nerveux est constitué de 43 paires de nerfs, donc en tout ça nous fait 86 nerfs, plus le cerveau, plus la moelle épinière. C'est un réseau immense et c'est surtout un réseau qui va partout dans le corps. Tout notre corps, chaque organe est innervé.
Et donc là, on se demande, que se passe-t-il si je me sens tout le temps en danger ? Si je me sens tout le temps stressée, tout le temps tendue ? Vous voyez que je continue à poser des questions. Hein. Pour avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions. Donc qu'est-ce qui se passe si je me sens tout le temps en danger ? Le système nerveux, il va en fight or flight. Cet état où le monde est menaçant, paraît hors de contrôle, où mes pensées deviennent concrètes, évaluatives, centrées sur le passé ou centrées sur le futur. Un état où je me sens constamment en danger, crispée, anxieux, en colère peut-être. C'est le versant sympathique de mon système nerveux qui est activé. Et si ça ne suffit pas, si aller dans cet état, ça suffit pas à gérer la détresse du système, on va en shutdown. Et là, le shutdown, c'est là où je suis ralentie, avec l'impression que je vais jamais m'en sortir. Voilà, c'est cet état vraiment de j'ai envie de rester sous ma couette toute la journée. Si tu n'es pas familier ou familière avec les 3 états du système nerveux, je t'invite à aller écouter l'épisode 2 du podcast pour un petit refresh. C'est quoi le point commun entre ces 2 états, le fight or flight et le shutdown, nos 2 états du bas de l'échelle polyvagale ? C'est que ce sont des états de survie. Or, les états de survie sont incompatibles avec la régénération nécessaire à la guérison. La guérison de n'importe quelle maladie. Soit je suis en survie, soit je suis en régénération. C'est ou, c'est soit, c'est pas et. Soit la survie, soit la régénération. Ça peut jamais être l'un et l'autre. C'est toujours l'un ou l'autre. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Si je prends aussi par exemple l'exemple de l'anxiété et des douleurs chroniques, ça c'est 2 choses qu'on rencontre souvent ensemble. Alors ça veut pas dire que si t'as de l'anxiété, t'as forcément des douleurs chroniques, ni que si t'as des douleurs chroniques, t'as forcément de l'anxiété, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis juste en train de dire qu'on les rencontre souvent ensemble. Donc encore une question, pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir plus mal, en fait, quand on est stressé ou quand on est dans la vague d'anxiété ? Et en plus, il y a quelque chose qui vient s'ajouter à ça, c'est que quand on est dans cet état-là, on n'arrive pas à prendre de la distance pour penser clairement. Donc on ne pourrait même pas prendre de la distance avec la douleur ou se dire je souffle, etc. C'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que les hormones sécrétées pendant le cycle de stress, elles désactivent le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une région du cerveau comme ça, plutôt vers l'avant. Et une des parties du cortex préfrontal, qu'on appelle la partie dorsolatérale, la partie dorsolatérale du cortex préfrontal, elle est responsable de la modulation de la douleur. Donc vous comprenez bien que si elle est hors ligne à cause du stress, on a encore plus mal. D'où la relation entre l'anxiété et les douleurs chroniques. Parce que dans l'anxiété, il y a ce stress chronique et nos surrénales qui sécrètent en permanence les hormones du stress. Parce qu'on est en fight or flight, qu'on se sent en permanence en danger. Si les états de survie, donc le fight or flight et le shutdown, sont des états chroniques, donc si on est tout le temps dans ces états-là, c'est vraiment comme rouler en première sur l'autoroute. Peut-être que je l'ai déjà dit, ça je le répète souvent. Ça peut durer un temps, mais il y a forcément un moment où le moteur va lâcher. Et reste avec moi ici, je vais amener un concept très important. S'il y a une chose que tu dois retenir de ce podcast, c'est celle-là. Si tu as le syndrome de l'intestin irritable, on diagnostique ton intestin. Si tu as des palpitations, on diagnostique ton cœur. Si tu as de l'asthme ou de la difficulté à respirer, on diagnostique tes poumons. Le diagnostic se concentre toujours sur un organe, sur l'organe en question, sur l'organe concerné. Mais on ne se demande jamais comment l'organe est innervé. Et on l'a vu, tous nos organes sont innervés. Le système nerveux, il va partout. C'est bien différent si un organe est innervé par des nerfs en mode survie ou par un système nerveux régulé, ancré dans sa sécurité, capable de régénération. Donc pour guérir, c'est vraiment important de dézoomer. Et de dézoomer 2 fois. Le premier dézoom, c'est de ne pas considérer seulement la maladie à laquelle on a donné un nom, mais de considérer tout le système qui est déséquilibré. Et le deuxième dézoom, c'est de ne pas considérer juste l'organe concerné, mais aussi la façon dont il est innervé. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois faire de la relaxation toute la journée. Un système nerveux souple et résilient n'est pas formé grâce à la relaxation, même si on a tendance à penser ça. Le système nerveux, il a besoin d'une certaine forme de stress, de challenge et même d'adversité pour se former correctement. Quand tu es poussé hors de ta zone de confort, ton système nerveux, il apprend à fonctionner mieux sous pression, à condition qu'il ait le temps de se remettre de la situation stressante. Ça, c'est très important. Il apprend à fonctionner mieux sous pression, à condition qu'il ait le temps de se remettre, en fait, de guérir de la situation stressante. Or, si tu expérimentes beaucoup de stress tout le temps en dehors de ta fenêtre de tolérance et que ton système nerveux, il n'a jamais l'occasion de s'en remettre,
ta résilience au contraire en sera amoindrie. Et un des moyens qu'on utilise, c'est une petite stratégie, souvent ça qu'on utilise pour dépasser nos limites comme ça, nos limites neurobiologiques, c'est de se dire que notre stress c'est pas si grave, ou de comparer notre situation à la situation stressante de quelqu'un d'autre. C'est le fameux arrête de te plaindre, il y a la moitié de la planète qui mange pas à sa faim, il y a des personnes qui ont des problèmes pires que toi, etc. etc. Ça c'est super, hein. Mais moi, mon stress, je le vis. Mon anxiété, je la vis. Et si je trouve pas un moyen, de façon saine, de l'exprimer, si je trouve pas un moyen de donner des outils à mon système nerveux pour qu'il puisse revenir dans son état de sécurité, le fait que la moitié de la planète mange pas à sa faim, j'en ai rien à faire, moi je vais toujours tomber malade. C'est un peu dur ce que je vous dis, mais c'est vraiment super important de l'entendre en fait. Et une personne A et une personne B ne vivront pas de la même façon une situation stressante parce qu'elles n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas la même grille de lecture. Leur système nerveux n'a pas la même grille de lecture. Donc si je reviens à mon fameux nerf vague qu'on avait pris comme point de départ, une des fonctions du nerf vague, c'est une fonction de frein. On appelle ça d'ailleurs le frein vagal. C'est comme quand tu es sur un vélo en descente. Tu vas rester appuyé un peu sur le frein pour pas être emporté et être en roue libre. Le frein vagal, il fait la même chose avec le cœur pour garder notre physiologie régulée. Donc quand on fait face à des challenges, donc quand on a besoin de mobiliser notre énergie, le frein vagal, il se relâche juste un peu. Et ça nous permet de mobiliser l'énergie nécessaire. Et ça va nous permettre de répondre de façon pertinente à la situation à laquelle on fait face. On va être capable de se concentrer, d'être là pleinement présent. Et une fois que la situation elle est terminée, notre frein vagal, dans une situation optimale, notre frein vagal est engagé à nouveau, ce qui ralentit notre physiologie et nous permet de nous régénérer. Ça, c'est la situation idéale. Mais quand il y a un stress chronique ou un stress traumatique, le frein vagal est altéré. Et notre système nerveux, il reçoit le message de rester activé en permanence. Et ça a des conséquences. C'est ce qu'on appelle la charge allostatique. La charge allostatique, c'est tout ce stress-là qui s'accumule jusqu'à être juste trop, en fait. Et cette charge, elle peut s'accumuler dans le système digestif, provoquer un intestin irritable, ou la prolifération de bactéries qui ne devraient pas être là, comme dans le SIBO. Ça peut se manifester à travers des douleurs chroniques, la fibromyalgie, des migraines, ou même avoir des conséquences sur le cœur, avec de l'arythmie, des palpitations par exemple. Donc tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas le diagnostiquer et chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. Il faut vraiment le comprendre comme des messages de l'organisme, en particulier du système nerveux, qui a besoin d'outils, de temps et d'espace pour pouvoir se réguler. Parce que si on fait rien, et si tout ce qu'on fait c'est mettre un pansement sur un pansement sur un pansement, on entre dans un cercle vicieux. Le corps est tout le temps en état de survie, le nerf vague est plus ou moins hors course, ou en tout cas il fonctionne pas de façon optimale, et c'est la porte ouverte à l'inflammation, aux problèmes digestifs et à tout ce que j'ai déjà cité. Au niveau du système hormonal, on va avoir nos glandes surrénales qui libèrent du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Et les glandes surrénales, elles peuvent pas tout faire. Elles peuvent pas libérer en continu les hormones du stress et sécréter correctement les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles dont les plus connues sont l'oestrogène, la progestérone, la testostérone. Notre organisme est bien fait, il va toujours choisir la survie plutôt que la fertilité. Donc vous allez toujours libérer en priorité le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline. Et là, on ouvre la porte à toute une autre catégorie de problèmes qui sont tous les problèmes liés au système hormonal. Et par exemple, si on pense à l'anxiété, on peut rien que penser au SPM, au syndrome prémenstruel, pendant lequel on peut souvent avoir cette anxiété accrue. Et puis après, il y en a plein d'autres. Les problèmes hormonaux, le SOPK, une prise de poids inexpliquée aussi, l'endométriose, etc., etc. Donc comment briser le cercle vicieux et guérir ? Avant de vous donner des pistes et de parler de l'approche du bas vers le haut et l'approche du haut vers le bas, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que la souffrance en elle-même, la souffrance des problèmes de santé, elle nourrit l'anxiété de façon certaine. Quand on est couvert de plaques d'eczéma, quand on souffre au quotidien de douleurs chroniques, quand chaque mois on se reconnaît plus avant d'avoir son cycle menstruel, ou quand on a un transit hors de contrôle qui nous fait avoir peur de sortir de la maison, tout ça, bien sûr, ça alimente l'anxiété. Donc pour commencer à guérir, il faut commencer par l'approche du bas vers le haut. Ce sera beaucoup plus facile de changer ses pensées et d'amener de la conscience sur les choses en ayant une physiologie qui nous permet de le faire. En travaillant avec sa physiologie et pas contre sa physiologie. Donc l'approche du bas vers le haut, je vais la détailler en 5 points. Le premier point, ça va être d'optimiser la nutrition. Vous en doutez, il n'y a pas de surprise. Optez pour une alimentation anti-inflammatoire. Je vous conseille mon livre « Passer au mode de vie anti-inflammatoire » qui vous donnera énormément de pistes et qui est un super bon point de départ si vous voulez vous lancer dans l'alimentation anti-inflammatoire, dans le mode de vie anti-inflammatoire, parce que c'est plus que l'alimentation.
Voilà, une alimentation anti-inflammatoire, prendre les compléments alimentaires, on l'a vu, il y a plein de problèmes qui peuvent empêcher notre intestin d'absorber correctement les nutriments, donc ça va être vraiment important de venir aider et soutenir le corps avec des compléments alimentaires. Moi, je suis une fervente adepte des compléments alimentaires, pas pour nourrir les labos qui font des compléments alimentaires, mais parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, on n'a pas tout ce qu'il nous faut en termes de nutriments, de vitamines et de minéraux dans notre alimentation, et que je veux éviter les maladies qu'on dit à latence longue, qui se déclarent à 50 ans, à 60 ans, à cause de carences en nutriments qui ont duré une vie. Donc vraiment, vraiment, prenez vos compléments alimentaires. Deuxième point, respirez. Respirez. Est-ce que vous vous rendez compte que la respiration, c'est la seule fonction qui est autonome et en même temps sur laquelle on a le contrôle? C'est hyper, hyper puissant. J'ai pas besoin de réfléchir au quotidien, je me dis pas inspire, expire, inspire, expire. Mon corps, il le fait tout seul. Néanmoins, j'ai complètement le contrôle sur ma respiration. Si je sens que je suis un peu agitée, je peux allonger mes expirations par exemple. Donc c'est vraiment une porte vers le système nerveux autonome, la respiration. Et c'est très puissant. La respiration diaphragmatique par exemple stimule le nerf vague, voilà, vraiment. Et amusez-vous avec la respiration, on nous bassine toujours. Ah, faut faire des exercices de respiration, faut venir en breathwork, nanana. Mais amusez-vous, essayez, allongez votre expiration, comment vous vous sentez, raccourcissez votre expiration, faites des essais, respirez par le ventre, respirez dans vos clavicules, oui, on peut respirer dans ses clavicules, respirez dans le haut de votre dos, voilà, ça va aussi vous permettre de commencer par passer par le corps et de réinitier un contact avec votre corps qui soit celui de la sécurité et quelque chose de fun. Le jeu, c'est vraiment très important. Troisième point, bouger. Alors, bouger pour deux choses. Déjà, c'est super important pour relâcher les tensions physiques dans le corps. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui ont des jobs qui demandent de l'activité physique. La plupart d'entre nous, on est dans un bureau. Et ça, c'est une catastrophe parce que du coup, la source de notre anxiété, c'est les mails, c'est les collègues. Voilà, tous les scénarios catastrophes qu'on peut se faire dans notre tête quand on a de l'anxiété. Et du coup, on n'a jamais d'exutoire, en fait. On n'a jamais de truc où on va se dire allez, maintenant, je vais relâcher les tensions, je vais vraiment faire quelque chose. Je peux rien faire. M'inquiéter pour mes mails, concrètement, je ne peux rien faire. Donc ça va être super important d'aller courir, d'aller puncher un oreiller, n'importe quoi, pour vraiment relâcher ces tensions physiques et que ça reste pas dans le corps. Et une deuxième chose, si vous voulez optimiser votre sport et faire du bien à votre système nerveux en même temps, vous allez co-réguler en faisant du sport. Ça veut dire que vous allez faire des activités de groupe, ok ? Par exemple, des sports d'équipe. Ça peut être aussi aller chanter dans une chorale. Bon, c'est pas vraiment un sport, mais vous comprenez, c'est vraiment de faire des choses ensemble, en harmonie, en synchronicité avec d'autres personnes. Ça peut être juste aller marcher avec une amie, par exemple. Ça, c'est vraiment super, super puissant pour le système nerveux, cette association du mouvement et d'être avec quelqu'un, de faire quelque chose en même temps que quelqu'un. Quand vous marchez avec quelqu'un, sans vous en rendre compte, vous commencez à marcher de la même façon avec la personne. Vous savez, vos pas, ils se synchronisent sans s'en rendre compte. C'est exactement ça. Ça, c'est un système nerveux qui co-régule avec un autre système nerveux. Nos systèmes nerveux, ils aspirent qu'à une chose, c'est à co-réguler avec un autre système nerveux. Donc, donnez-vous ça. Donnez-vous des occasions de bouger et de co-réguler en même temps. Quatrième point, le sommeil, c'est super important, d'accord ? On revoit les bases, mais c'est vraiment, vraiment super important. Le cerveau, il se nettoie pendant le sommeil et surtout, les niveaux de cortisol se régulent. Et j'ai parlé des conséquences du fait que notre corps libère en permanence les hormones du stress. Donc c'est vraiment important de lui donner l'occasion, pendant la nuit, de réguler ces niveaux-là, ces niveaux d'hormones du stress et notamment de cortisol. Et puis, cinquième point, vraiment tout faire pour revenir dans ses sensations. Alors souvent c'est un peu bon Camille, t'es bien gentil, mais ça veut dire quoi ? Reviens dans le corps, on me dit toujours reviens dans le corps. Mais ça peut être vraiment juste toucher ses bras par exemple, venir se masser les pieds, juste prendre contact de n'importe quelle façon avec votre corps, j'en sais rien. Vous pouvez avoir vos propres signaux par exemple, je sais pas moi. Un moment où vous vous sentez en sécurité, hop, je pose une main sur mon cœur, ou mon index et mon pouce se touchent, ce genre de choses, juste pour revenir dans le corps et passer par le corps, parce que c'est ça qui va vous permettre d'expérimenter les situations avec beaucoup plus de sécurité en étant là, en étant présent. Vous vous souvenez en fight or flight, mes pensées, elles sont orientées vers le passé ou vers le futur. Et c'est ça qu'on veut court-circuiter en passant par le corps. Le corps, ça nous permet de revenir dans le présent. Le corps, il est que dans le présent. Il est ni dans le passé ni dans le futur, il est que dans le présent et du coup c'est un véhicule extraordinaire pour y revenir. Donc ça c'est pour l'approche du bas vers le haut, vous faites d'abord ça. Et puis ensuite il y a une approche du haut vers le bas.
Donc qui est plutôt, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ma tête pour soulager l'anxiété et soulager mes mots. Je vais amener de la perception. Où est-ce que je suis sur cette fameuse échelle polyvagale ? Dans quel état je me trouve ? Est-ce que je suis dans ma sécurité ? Ou est-ce que toute la sécurité est partie, là je suis complètement en roue libre ? Est-ce que je suis en fight or flight ? Est-ce que je suis en shutdown ? Où est-ce que mon système nerveux est en train de m'emmener ? Après, un deuxième point, ça va être de challenger ses pensées. Posez les questions que pose Byron Katie dans The Work, par exemple. J'en sais rien, vous vous dites je suis sûre que je vais dire n'importe quoi à ce rendez-vous là demain. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est absolument vrai ? Objectivement, comment je peux en être sûre ? Commencez à challenger vos pensées. Mais ça, vous pouvez challenger vos pensées que si vous trouvez de l'apaisement dans votre physiologie, si vous vous sentez bien dans votre corps. Si vous êtes perclus de douleurs chroniques, ça va être très difficile de dire est-ce que c'est absolument vrai que j'ai des douleurs chroniques ? Oui. Ou est-ce que c'est absolument vrai que je vais dire n'importe quoi à ce rendez-vous demain ? Absolument ! Bien sûr ! Donc c'est important de travailler avec votre physiologie. Et puis après, une troisième chose, c'est de commencer à lire son quotidien avec la grille de lecture du système nerveux. Qu'est-ce qui me fait me sentir en danger ? Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité ? Est-ce que je peux multiplier les choses qui me font me sentir en sécurité ? Et ça peut être les plantes vertes de votre salon, un élément de sécurité. Les plantes chez moi, ok ? Ça peut être des choses toutes simples au début, vous commencez avec ce que vous avez. Mais encore une fois, tout ça c'est possible seulement si je suis pas dans la douleur constante et si je peux trouver un peu d'apaisement dans mon corps. Et je terminerai cet épisode sur une citation d'Albert Camus qui a dit « Nous habitons notre corps bien avant de le penser ».